Salut, je suis écrivain. Ça, c'est fait, mais c'est sans doute un peu trop direct comme entrée en matière. Alors je ne reviendrai sur mon cas personnel qu'un peu plus tard dans la vidéo. Avant toute chose, il est préférable pour vous d'avoir visionné ma précédente vidéo intitulée « Aujourd'hui ça veut dire quoi être un artiste ?» En effet, il s'agit de la partie 1 et actuellement vous regardez sa partie 2. Étant donné que l'écrivain est lié à la qualification artiste, vous sera plus facile de comprendre l'état d'esprit général de ce dernier. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire de voir cette partie 1, voyez plutôt cela comme un confort supplémentaire, une complémentarité pour cette partie 2. Bref, cette introduction est beaucoup trop longue, il est temps d'y mettre un terme et de vous parler du sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Être un écrivain. Qu'est-ce que c'est ça? Être écrivain, c'est posséder un pouvoir comparable à celui d'un dieu. J'ai bien conscience que cette phrase est puissante et qu'il est tout à fait possible que vous la trouviez disproportionnée, mais vous allez vite comprendre qu'elle prend tout son sens une fois mes explications achevées. Mais avant d'en arriver là, j'ai une question à vous poser. Pour vous, c'est quoi être libre? Concrètement, qu'est-ce que la liberté? C'est une question vaste qui met en avant des réponses aux multiples facettes. Déjà, la liberté c'est un tout, et il ne dépend que de nous d'en tirer ce que l'on souhaite. Par exemple, ça peut être la liberté d'expression, ou bien la liberté d'avoir le choix d'agir ou non, ou encore la liberté de mouvement, etc., etc. Donc, la liberté c'est général. Dans ce cas, je vais essayer de rendre ma question initiale plus précise. Et cela donne, pour vous, quelle est la forme la plus pure de liberté? Celle que vous mettez devant toutes les autres. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si vous le souhaitez. Bien. De mon côté, j'y ai bien évidemment déjà réfléchi, et je me suis dit que nombre d'entre vous vont opter pour la liberté de penser. Petite pensée justement à monsieur Florent Pagny avec sa chanson dans laquelle il clame haut et fort « Non, vous n'aurez pas ma liberté de penser ». Quoi qu'il en soit, choisir la liberté de penser s'avère judicieux. Après tout, la liberté de penser mène au libre arbitre, ce qui est littéralement le propre de la nature humaine. Mais n'y a-t-il pas une liberté plus pure encore que celle-ci? La liberté de toute contrainte liée à notre société, peut-être. J'entends par là, s'affranchir totalement de la société pour revenir aux sources, revenir à l'état sauvage, en pleine nature. Finalement, si l'on parle de pureté, n'est-ce pas la forme de liberté la plus pure que l'on puisse acquérir? Si, c'est vrai. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Parce que moi non plus, je ne suis pas d'accord. Enfin, pas à 100% en tout cas. Avoir cette possibilité de revenir aux sources, de revenir à l'état sauvage et de renouer corps et âme avec la nature est une liberté alléchante mais teintée d'absurdité. Pourquoi? Pour le simple inconfort et l'insécurité qu'elle provoque. Choisir cette liberté, c'est être exposé à de nouvelles contraintes, et pas les plus simples de surcroît. Mais je m'étale sans doute un peu trop. Alors je vais vous révéler ce qui est selon moi la forme la plus pure de liberté. C'est la liberté de temps. Avoir le temps est la forme la plus pure de liberté. Vous ne me croyez pas? Très bien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave car beaucoup de personnes n'ont pas vraiment conscience qu'à longueur de journée, elles courent après le temps. D'après vous, quels sont les deux grands intérêts de travailler et de toucher un salaire? Eh bien le premier grand intérêt est de pouvoir subvenir à ses besoins primaires, ce qui nous permet de vivre et parfois même, simplement, de survivre. Quant au deuxième grand intérêt, c'est de pouvoir s'acheter ce fameux temps qui nous manque tant. Et si aujourd'hui vous pouvez vous permettre d'avoir du temps libre pour aller voir votre famille ou vos amis, ou faire des activités diverses, c'est uniquement parce que vos revenus vous ont permis d'acheter suffisamment de temps pour pouvoir le faire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'on appelle cela « avoir du temps libre ». Cela ne vous saute toujours pas aux yeux? Ok, alors creusons un peu plus l'écart. Ce qui différencie une personne à la qualité de vie modeste d'une personne riche, c'est une fois de plus le temps. Là où la personne modeste devra effectuer entre 35 et 40 heures de travail par semaine pour s'acheter du temps, la personne riche aura entre 35 et 40 heures pour prendre les décisions qu'elle souhaite. Partir en voyage, apprendre une nouvelle langue, fonder une entreprise, prendre des vacances, etc. C'est ça, être libre. Pouvoir faire ce qui nous passe par la tête quand on le souhaite et où on le souhaite. Et c'est le temps qui nous le permet. Mais vous n'êtes sans doute pas riche, et moi non plus d'ailleurs. Cependant, il est possible d'acquérir une forme de liberté de temps, et je suis convaincu d'y être parvenu. Et arrivé à ce stade de la vidéo, j'ai probablement perdu les 3/4 de mon audience, et le quart restant est sans doute en train de ronger son frein en se demandant pourquoi le gros con que je suis s'est mis à parler de liberté pendant de très longues secondes, alors qu'à la base je vais parler des écrivains. J'ai une bonne nouvelle, l'arc liberté est enfin terminé. Pourquoi? Parce que la liberté de temps, c'est exactement ce qui décrit l'écrivain. Enfin pas exactement, disons plutôt que l'écrivain est capable de contrôler le temps, et un peu plus encore. Je ne blaguais pas quand je vous disais en tout début de vidéo qu'être écrivain, c'est de posséder un pouvoir comparable à celui d'un dieu. Et il est maintenant grand temps d'y venir et de vous expliquer pourquoi. Être écrivain, c'est raconter une histoire, la créer de A à Z. Vous êtes seul maître de votre monde. Vous mettez en scène des personnages, des décors, des intrigues, et il est tellement facile de prendre la décision d'arrêter le temps d'un claquement de doigts. En un instant, votre scène se fige. Que faire à présent? Et si vous décidez d'entrer dans le passé d'un de vos personnages, vous voilà dans la conception d'un flashback. Mais ce petit tour de force est aussi valable pour un bond dans le temps. L'écrivain contrôle le temps, il possède cette liberté. Quel intérêt y a-t-il à avoir cette liberté si elle n'existe que dans une histoire? Pour la seule chose qui pousse un écrivain à écrire, susciter des émotions fortes dans d'innombrables scènes époustouflantes. Au même titre que le joueur d'échecs qui est à la recherche du meilleur coup pour venir à bout de la stratégie de son adversaire, l'écrivain est à la recherche du meilleur mot, de la meilleure phrase, de la meilleure scène pour rendre son récit inoubliable.
Toutefois, la liberté de temps chez l'écrivain n'est pas le seul atout qu'il possède. Acquérir le pouvoir d'un dieu, ce n'est pas seulement contrôler le temps. Non, l'écrivain est aussi un grand marionnettiste, et ses personnages sont à sa merci. Il les manipule habilement, toujours dans le seul but de créer et de renforcer les émotions recherchées. L'écrivain a ce pouvoir si particulier de vous faire rire, pleurer, sursauter, de vous embarrasser, etc. tout au long de son récit, quand bien même son roman ne raconte qu'une suite d'événements fictifs. Aujourd'hui, être écrivain, c'est se libérer de toute contrainte durant un temps indéterminé, un temps seulement guidé par la qualité de sa plume et le poids de ses pensées. J'aurais aimé réaliser cette vidéo avec un ou une auteure de roman bien ancré dans son parcours littéraire, mais je considère n'avoir acquis aucun poids véritable pour prétendre à cette requête. Par conséquent, le récit d'un écrivain de nos jours ne va s'appuyer que sur ma propre expérience en tant que telle. Autrement dit, vous allez suivre mon parcours littéraire de son commencement jusqu'à maintenant. Dans son processus de création, l'écrivain est seul et il part de zéro, ou presque, car pour raconter, il faut avant tout une idée. Cette idée germe dans l'esprit de l'auteur, grandit, prend de l'ampleur, s'étoffe. Elle finit par prendre tellement de place qu'à un moment donné, on se décide à poser les fondements de notre histoire. La première étape est achevée, mais ça n'était là qu'une goutte d'eau dans la mare. Ce qui vient ensuite, c'est le développement de ce qui ressemble pour le moment à un simple embryon. Développer, c'est aboutir à une structure. Pour y parvenir, il est fortement conseillé d'établir un plan chapitre par chapitre. Et ce plan, s'il est bien construit, il vous apporte les éléments importants de votre histoire, de son début, en passant par son milieu et jusqu'à sa fin. La troisième étape consiste à l'écriture pure et dure de votre œuvre. Ce sera long, parfois très long, voire interminable. Vous allez passer par plein d'émotions différentes, positives comme négatives. C'est à ce moment-là qu'un choix crucial devra être pris. Allez-vous décider de continuer ou préférez-vous tout laisser tomber? Il paraît qu'en France, une personne sur 4 souhaiterait écrire un livre, mais seulement 5% y parviennent. À cet instant précis, vous prenez conscience de la difficulté de la tâche à laquelle vous êtes confronté. Et vous pensiez qu'il suffisait de décider de continuer d'écrire une fois pour terminer votre roman? Non, trop simple. Ce choix crucial que vous devez prendre, ce n'est pas une fois, mais c'est une fois tous les jours. Attendez, j'ai sans doute effrayé 95% des personnes qui m'écoutent encore. Et il est vrai que ce que je vous raconte là, je l'ai vécu. En revanche, je vais éclaircir un point important. Ce n'est pas parce qu'il a fallu que je fasse ce choix tous les jours que je n'ai pris aucun plaisir à écrire mon roman. Non, bien au contraire. L'écrivain écrit avant tout pour lui. Ce n'est qu'ensuite qu'il pense aux autres, ou plutôt qu'il pense à la suite tout court. Je peux donc vous assurer que l'écriture d'un roman n'est pas une corvée, mais c'est un marathon qui doit se réaliser avec une certaine discipline. Bon allez, on continue et on va accélérer un petit peu le rythme. Étape suivante, vous avez terminé l'écriture de votre roman. Félicitations. Il est temps de procéder à la relecture et à la réécriture. Cette étape est déterminante car elle vous permet de grandement améliorer votre œuvre en supprimant ses plus gros défauts, mais aussi, c'est là que vous devez prêter attention à votre histoire dans son ensemble. Traduction, votre récit est-il cohérent? Les éléments s'imbriquent-ils parfaitement entre eux? Votre rythme est-il bon? Bref, cette étape sert à perfectionner votre roman. Cinquième étape, votre manuscrit, le roman donc, est prêt. Prêt pour quoi? Pour, au choix, être envoyé dans les maisons d'édition ou vous lancer dans l'auto-édition, c'est-à-dire de réaliser toutes les étapes de vente de votre roman vous-même. Bon, on n'a pas le temps de développer ce qu'est l'auto-édition, et je dois bien vous avouer que j'ai aussi la flemme de le faire, mais vous pouvez vous renseigner de votre côté. Dans mon cas, j'ai décidé de passer par la voie classique. J'ai donc envoyé mon manuscrit à des maisons d'édition. C'est aux alentours des 6 à 10 semaines que vous recevrez une réponse, favorable ou non. Parfois, vous n'avez même pas de réponse du tout. Vous faites alors votre choix, si vous l'avez, et vous signez avec l'une d'elles, si vous le pouvez. Et à présent que vous avez signé votre contrat, vous pensez que c'est enfin terminé. Je me trompe? Pas de bol, vous entrez dans une nouvelle phase. Lorsque vous avez signé auprès d'une maison d'édition, vous avez donné les droits qui lui permettent de publier votre roman. Ce dernier ne vous appartient plus totalement, mais partiellement. Il faut en avoir conscience, car vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre œuvre. De ce fait, vous et votre maison d'édition allez travailler conjointement pour donner à votre roman sa version finale, celle qui sera publiée. C'est à cette étape qu'une nouvelle relecture et de nouvelles corrections sont effectuées. Il est possible aussi que votre maison d'édition vous donne des directives à appliquer afin que votre roman entre parfaitement dans leur ligne éditoriale. Cette étape peut prendre plusieurs semaines. Pour finir, il reste la dernière étape, la publication de votre roman. L'instant tant attendu pour beaucoup, mais dont peu d'écrivains saisissent la difficulté que cela représente, mais surtout les tâches supplémentaires que cela implique. Ceux qui ont visionné ma vidéo précédente, celle qui traite des artistes, peuvent sans mal voir où je vais en venir. Votre roman, votre œuvre, le livre que vous avez mis tant de temps à écrire et à peaufiner se retrouve lâché en pleine nature parmi des milliers d'autres. Vous pensez réellement que des gens l'achèteront, alors même qu'ils ne connaissent pas son existence? Hormis votre famille et à la rigueur quelques-uns de vos amis, personne d'autre ne l'achètera. C'est ridicule. Pourtant, c'est ce que font les 3/4 des écrivains publiés. Ils attendent simplement et nourrissent l'espoir que les ventes seront fructueuses. Malheureusement pour eux, le pouvoir de l'écrivain ne s'étend pas à notre réalité, et ils ne sont pas maîtres du succès de leur œuvre. Alors, pour espérer mais surtout mettre toutes les chances de son côté, il faut se bouger. Votre roman, vous allez devoir en faire sa publicité. Votre maison d'édition fera sa part, mais vous devez faire la vôtre. C'est inéluctable. Pour effectuer la publicité de son roman, il existe plusieurs méthodes.
En tant qu'écrivain, c'est à vous de vous montrer créatif et malin. J'estime que ceux qui peuvent investir un minimum dans leur campagne publicitaire partent avec un avantage, mais chacun est libre de faire comme il l'entend. Voilà, messieurs dames, vous avez découvert ce que cela voulait dire d'être un écrivain aujourd'hui. Je précise à nouveau que ce n'est basé que sur ma propre expérience et que par conséquent, vous venez d'entendre un avis subjectif et non objectif. Une dernière chose toutefois, il serait idiot de ma part de ne pas vous parler de mon propre roman pour le coup. Donc, s'il y a des intéressés, je vous ai réservé une petite surprise. Il s'agit d'une bande-annonce dans laquelle vous allez entendre une scène de mon roman qui a été doublée par des personnes spécialisées dans la voix off. Un résumé y est également associé. De plus, un lien Amazon se situe dans la description et vous permettra de l'acheter si vous le souhaitez. Je ne force personne à le faire, mais évidemment, toute personne susceptible d'acheter mon roman est une opportunité pour moi de faire connaître mon œuvre. Alors merci à tous ceux et toutes celles qui le feront. Je n'ai rien d'autre à ajouter, la vidéo est suffisamment longue comme ça, peut-être même trop longue pour certaines personnes d'ailleurs. Je pense avoir perdu environ 80% de mon audience de départ, mais si vous êtes encore là, eh bien un grand merci à vous. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques ou des suggestions. Je vous remercie une nouvelle fois et vous laisse visionner cette fameuse bande-annonce. À la prochaine. Gamin, il y a un type qui nous observe depuis plusieurs secondes. Retourne-toi. C'était Vaughn qui s'était adressé à lui. King se releva et fit volte-face. Effectivement, un homme d'un âge avancé, chauve à la longue barbe blanche, le fixait du regard. Il ne semblait pas en très grande forme. Ses joues creuses et ses cernes pouvaient en témoigner. Le vieillard s'avança, les bras derrière son dos. King fronça les sourcils. Cachait-il une arme? « Je peux vous aider » demanda King, méfiant. Il ne l'avait pas remarqué plus tôt, mais l'inconnu possédait une particularité étonnante. L'iris de ses deux yeux était scindé en deux. La moitié gauche était bleue, tandis que son autre moitié était verte. King était à la fois envoûté et perturbé par son regard. Le vieil homme ignora la question, s'arrêta à quelques pas de King et lui fit un grand sourire, dévoilant un rien. Il était édenté. Et merde, on a affaire à un fou. Tirons-nous d'ici avant qu'il ne se mette à nous uriner dessus. King se retint de rire. « Ferme-la, crétin !» Bon, il était vrai que le vieux n'inspirait pas confiance, mais il n'avait rien fait de mal jusqu'à présent. Toutefois, King trouvait inapproprié de sa part de venir l'interrompre, alors qu'il se recueillait sur les tombes de ses défunts parents. « Salut, la jeunesse !» lâcha l'ancien en agitant sa main à côté de sa tête. « Comment ça se porte ?» Je suis formel. Le gars est complètement ravagé. Colle-lui en une. Bien. Je peux vous aider ?» C'est possible, oui. L'expression du visage de l'inconnu était empreinte de malice. Il semblait s'amuser de la situation. King soupira et porta une main à sa poche de jean. Il lui tendit un billet de $20. Ce monsieur était peut-être en difficulté financière. Et si ce n'était pas le cas, King espérait que cela suffirait pour qu'il le laisse tranquille. « Ah non, non, je ne veux pas de ton argent. Dis-moi plutôt comment se porte ta relation avec l'animoïde. » King se décomposa. Il déglutit péniblement. Je ne vois pas de quoi vous parlez. « Allons, pas de ça entre nous. Je sais qui tu es, King Smith. » Absolument déroutant. Invocateur de légende, le tueur d'immortels, tome 1, est d'ores et déjà disponible à la vente partout en France, en brochet et en e-book. Sur le site de Éco-Édition ou sur les différentes plateformes en ligne telles que Amazon, Fnac, le Play Store et bien d'autres encore. Découvrez l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve mêlé à un conflit dans lequel les dieux de l'Olympe eux-mêmes sont impliqués. Les légendes n'attendent plus que vous. C'est là que toi, demi-portion, tu entres en jeu. Ta compatibilité avec l'excellence que je représente va lier ton destin au mien.